Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, nouveaux locaux, nouveaux logos et nouvelle équipe pour les ateliers Camille, lancement du séjour exploratoire en agriculture, faut qu'on se parle de passage au Témiscamingue et on rencontre les organisateurs du spectacle de Noël Delivery. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Les ateliers Camille est un organisme d'économie sociale permettant à des personnes handicapées, jeunes et adultes, d'expérimenter un milieu de travail adapté qui se rapproche beaucoup d'un milieu de travail régulier. Le 1er novembre dernier, l'organisme a procédé à l'ouverture de ses nouveaux locaux et pour l'occasion, il en a aussi profité pour dévoiler son nouveau logo ainsi que des produits promotionnels destinés à accentuer la visibilité des ateliers Camille. C'est également une nouvelle équipe qui est en poste depuis près d'1 an. Alors là, les ateliers Camille ont connu un renouveau dans la dernière année. Mais avant de parler du renouveau, j'aimerais que vous me parliez un peu de la base. Donc, comment est né cet organisme? C'est sûr que tout comme tout, finalement, organisme sans but lucratif du milieu, ça émerge souvent d'une volonté de la population. Des gens qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les personnes handicapées? Bon, fait que c'est comme ça que ça a parti dans les années 80. Vraiment des gens qui se sont mobilisés puis qui ont créé une organisation pour aider justement à intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail. C'est sûr que là, je ne ferai pas tout l'historique parce que je pourrais mentir. Je ne l'ai pas étudié par cœur. Mais, tu sais, il y a eu différents noms. Puis il y a eu, puis à un moment donné, on découlait aussi de Thémabex de Rouen, qui est une entreprise adaptée, comme ici, pour devenir en 82 vraiment une entité distincte, les ateliers Camille, une entreprise adaptée, un centre de travail adapté ici au Témiscamingue. Et donc, quel est le rôle, la mission des ateliers Camille aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est toujours la même dans le sens que c'est vraiment d'intégrer sur le marché du travail des personnes, jeunes et adultes, sur le marché du travail. C'est des gens qui sont des personnes handicapées avec des limitations, des gens qui sont productifs, mais non compétitifs sur le marché du travail régulier. Donc, combien de participants, d'employés là, qui sont intégrés dans vos locaux? Nancy pourrait te donner davantage de nombre. On en a une vingtaine pour le moment, présentement, là, en emploi temps plein. Là. Donc, ils travaillent à temps plein, puis c'est quel type d'emploi? Écoute, ça dépend des services. On a la location de main-d'œuvre, l'entretien ménager. Donc, on en a quand même plusieurs en entretien ménager parce qu'on a beaucoup d'édifices publics à Ville-Marie. Mais on a aussi en location de main-d'œuvre, donc journalier, des hommes à tout faire, un peu de tout. Là, on a des gens au Provigo aussi. Donc, c'est un peu de tout. Là. Tout dépend des besoins, puis des besoins de main-d'œuvre, puis des qualifications de chacun. Là. Et là, vous teniez à annoncer le renouveau des ateliers Camille. Parle-moi un peu de ce renouveau. En quoi ça consiste? Bien, parce que dans le fond, on est une nouvelle équipe. Depuis 2 ans, je vous dirais, une équipe, moi et Nancy, nouvellement arrivée au sein des ateliers Camille. On déménage, nouveaux locaux, nouveau logo. On a vraiment un peu reparti les ateliers Camille sous une ère vraiment de modernité, d'avenir, de projet. Oui, on conserve les mêmes, comme Nancy vient de dire, les mêmes volets de service. Donc, l'entretien ménager d'édifices publics et la location de main-d'œuvre. Par contre, il y a des changements qui ont été faits au niveau des équipes. On intègre des nouvelles personnes. On veut être davantage visible parce qu'on a un passé d'usine,
de travaux qui étaient différents. Donc, les gens, je pense, sont un peu mêlés. Est-ce qu'il y a encore l'usine? Non, il n'y a plus d'usine. Oui, les ateliers Camille existent encore. Donc, c'était vraiment, on appelait ça un vent de renouveau parce que effectivement, on est vraiment dans une ère de modernité, une ère nouvelle. Puis on fait en sorte que d'augmenter notre visibilité justement pour dire, ben oui, on est encore là, on veut être encore là, on va être encore là, puis on veut continuer d'intégrer puis de maintenir les personnes handicapées sur le marché du travail. Et pour les entreprises qui voudraient faire affaire à vos services, de quelle façon on fonctionne? Puis c'est quoi les besoins là, que vous pouvez combler? Tu sais, dans le fond, là, comme Nancy disait, on peut combler à peu près tous les besoins. Il faut toujours, par contre, avoir dans l'idée qu'effectivement, on a des gens qui ont des limitations de toutes sortes. Hein? Une limitation peut être de différents volets, intellectuels, mental, physique, psychologique. Donc, c'est important aussi de se dire que c'est des gens qui sont productifs et non compétitifs. Donc, c'est sûr que moi, je vais y aller avec les intérêts des gens. Un employeur, moi, qui m'appelle, qui me dit « Hey, crime, j'aurais de l'intérêt à embaucher votre clientèle. J'ai tel type de poste à offrir. » C'est sûr que j'ai pas nécessairement des gens qui sont extrêmement formés, qui n'ont pas des expériences de travail énormes non plus. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment on peut arrimer. Parce que ça se peut que quelqu'un m'appelle puis que j'aille personne à lui référer parce que je suis pas capable de faire un match. Je suis pas capable de répondre aux besoins de l'entreprise et de répondre à l'intérêt de mes travailleurs. Donc, on veut quand même que ça soit gage de succès. Donc, on peut à peu près combler de tout. Mais c'est sûr que des métiers qui sont ultra spécialisés, qui ont besoin de formation, tout ça, c'est plus difficile, mettons, là. Et c'est quoi les avantages de faire affaire avec les ateliers Camille? Bien, c'est très avantageux parce que, de un, oui, on supporte une cause, si je peux appeler ça une cause, ou du moins, on aide une catégorie de personnes qui est plus vulnérable à intégrer le marché du travail. On fait affaire avec une entreprise adaptée comme nous, qui est dynamique, qu'on est là pour ça. On est là pour supporter l'intégration de la personne. Donc, s'il y a quoi que ce soit en entretien ménager ou en location de main-d'œuvre, ça reste que c'est nos employés. C'est nous qui les payent. C'est nous qui font les déductions. Tu sais, fait que c'est vraiment, on loue, exemple, au niveau de la location de main-d'œuvre, un employé à une entreprise. Donc, moi, je suis là en support. S'il y a quoi que ce soit, je peux aller faire l'intégration. Oui, il y a une subvention salariale qui vient avec l'embauche d'une personne parce qu'effectivement, on parle de productivité et non de compétitivité. Donc, moi, si je loue quelqu'un, je ne peux pas demander à un employeur de le payer à 100 % du salaire parce que non, il ne sera pas compétitif à 100 % de la tâche. Donc, oui, il y a une subvention salariale qui vient avec l'employé. Fait que, c'est tout l'encadrement aussi, des fois, qui n'est pas à négliger parce qu'effectivement, on demande à un employeur d'embaucher notre clientèle. Par contre, on est bien conscient que ça va demander plus de temps, plus d'accompagnement, plus de supervision. La majorité sont hyper prêts à le faire, mais je peux aussi être là en backup pour intégrer la personne comme il faut dans le milieu. En terminant, c'est quoi l'importance de votre organisme pour cette clientèle-là, justement, pour les personnes à mobilité réduite et capacité réduite? Oui, avec des limitations. Bien, l'important, c'est que on est la seule au Témiscamingue qui a le mandat d'intégrer les personnes avec limitation sur le marché du travail. Oui, notre clientèle passe par Vision Travail, qui est un partenaire très important pour nous. Donc, quand Vision Travail nous réfère des personnes handicapées, bien, c'est à nous qui revient le mandat, justement, de les intégrer puis de les maintenir en emploi. On est la seule, comme je dis, c'est très important qu'on maintienne nos services, puis qu'on puisse avoir ça à offrir pour cette clientèle-là, comme je disais, qui est plus vulnérable, puis que des fois, bien, oui, il y a le parcours scolaire qui sont bien encadrés, mais après ça, des fois, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Tu sais, fait que moi, je pense qu'on est une belle alternative aux familles aussi, des fois, qui gardent encore leurs personnes, tu sais, que les enfants sont à la maison, puis que c'est difficile d'intégrer le marché du travail, bien, on est là pour ça.
La MRC de Témiscamingue ainsi que le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue lancent un séjour exploratoire en agriculture. L'idée est en fait un des axes du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, et il allait de soi que le Carrefour soit le partenaire de premier plan pour ce projet, vu son expertise. En effet, depuis déjà 25 ans, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le CJET, organise des séjours exploratoires ayant permis à 157 participants sur 315 de devenir ou de redevenir témiscamiens. Au fil des années, le CJET a donc développé une solide expertise dans le domaine. La programmation touchera à plusieurs aspects de la vie en région: visites d'entreprises, découverte du territoire, marché immobilier, vente de terres, témoignages de personnes inspirantes qui ont à cœur le développement du Témiscamingue et tout le volet financement des entreprises agricoles avec des experts sur place. Le visionnement du film L'anecdote agricole, réalisé par Émilise Lessard-Terrien et coproduit par la MRC et TV Témis, fait également partie des plans du séjour. Le séjour se tiendra donc du 9 au 11 mars prochain. Il est déjà possible de s'inscrire et ce jusqu'au 16 décembre en contactant le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Il faut être âgé entre 18 et 40 ans, être diplômé d'une formation postsecondaire, demeurer à l'extérieur de la MRC de Témiscamingue. En fait, dans le plan de développement de la zone agricole, on a fait beaucoup de consultations. Et on s'est aperçu en rencontrant les agriculteurs, les gens du monde agroalimentaire, qu'il y avait beaucoup d'opportunités et qu'une des grandes forces de notre territoire, c'est l'agroalimentaire. Alors de fil en aiguille, on en est venu à l'idée de dire s'il faut qu'on recrute des gens qui peuvent venir travailler, prendre de la relève, avoir des bons emplois de qualité, pourquoi pas travailler ensemble. Et le comité agricole, avec l'élaboration du plan agricole, on dit il faut faire une action. Et après, en discutant avec le Carrefour Jeunesse, évidemment, c'était tout naturel qu'on fasse ce partenariat-là et qu'on tente l'expérience d'aller chercher des gens dans un créneau en particulier. À partir de là, nous, dans le fond, la MRC nous a contactés pour développer ça dans un avenir plus ou moins rapproché. Puis on a dit non, on le fait ce printemps, puis on y va tout de suite, puis on commence à travailler là-dessus. Donc ça fait depuis l'été dernier, dans le fond, qu'on travaille le projet en collaboration avec la MRC. C'est une participation financière de 5 000 $ parce qu'il faut faire venir ces gens-là, leur faire découvrir, préparer toute l'organisation d'un tel événement. Alors, à chaque année, il y avait des gens qui venaient découvrir notre territoire, mais là, on veut aller vraiment plus au niveau du besoin des entreprises. On va travailler avec les entreprises en partenariat serré, on va travailler avec le Centre Frères Moffett pour organiser des présentations, des formations. On va vraiment mettre notre territoire en valeur et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour changer notre image et pour démontrer qu'il y a vraiment un potentiel extraordinaire. Et nous, on ne s'en rend plus compte, mais je peux vous dire, je rencontre des gens de toutes les autres régions qui nous disent les dernières très belles terres agricoles accessibles au Québec, elles sont chez nous, alors il faut les mettre en valeur. Puis je pense qu'on était rendu aussi à travailler une formule un peu différente de ce qu'on connaît avec le séjour exploratoire classique. Donc là, la thématique va vraiment nous permettre d'aller organiser le séjour, dans le fond, avec un angle de direction. Ça, c'est intéressant aussi d'aller là-dedans. Là. Ouais. On le sait, on est une population qui est vieillissante. Il y a beaucoup de difficultés d'avoir de la relève et même des employés agricoles, c'est très difficile. Alors le besoin, il est vraiment énorme. Ce n'est pas avec seulement cette action-là qu'on va réussir à le remplir, mais si ça peut entraîner, engendrer quelques retombées, puis faire des petits par la suite, ça va être très intéressant, mais les besoins sont extrêmement importants. Et d'ailleurs, on en profite s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui ont des besoins de recrutement ou de relève, ils peuvent nous appeler. Ils peuvent appeler Catherine Drolet-Marchand au Carrefour Jeunesse et on va s'assurer de les faire se rencontrer avec des possibles repreneurs d'entreprise. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des entreprises qui cherchent la relève. Parfois, une relève, là, ça prend du temps à trouver. Et l'investissement dans la recherche de la relève peut commencer assez tôt. Et c'est ce qu'on veut essayer d'aller faire avec le séjour exploratoire agricole, c'est de commencer à regarder un petit peu tranquillement, à faire connaître nos opportunités pour qu'éventuellement, on puisse laisser l'entreprise à quelqu'un qui a un intérêt envers ça aussi. Puis quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement pensé reprendre une entreprise ici au Témiscamingue. Parce que là, ça va être des gens qui vont être vraiment
en exploration. On va avoir des gens qui vont être certains que c'est ça qu'ils veulent faire, qui veulent reprendre l'entreprise. On va peut-être même avoir des originaires de la région aussi qui vont venir faire le séjour. Mais on va avoir aussi des gens qui vont être complètement extérieurs à ça et qui vont être en mode découverte. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va aller chercher les deux. Puis l'important, c'est de faire voir notre territoire puis les opportunités qui s'y trouvent, là. Il va y avoir quelques actions de recrutement qui vont se faire au courant du mois de novembre, entre autres à l'Institut des technologies agroalimentaires à Saint-Hyacinthe. Donc, ça, c'est dans le fond un lieu là, où est-ce que là, moi, je vais aller rencontrer les gens dans les classes et tout ça pour parler du projet. Il y a aussi quelques courriels qui ont été envoyés à l'UPA, par exemple, pour qu'eux, ils puissent se diffuser dans leur réseau, le réseau étant très, très large. Donc, je travaille avec des partenaires comme ça qui peuvent faire connaître mon projet, mais plus à la grandeur du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'une personne qui vient de l'Abitibi peut venir faire le séjour exploratoire ici. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est une découverte. Souvent, les gens, ils connaissent pas trop le territoire du Témiscamingue, comme je le disais plus tôt. Donc, même quelqu'un qui peut être de la Mousse ne peut être jamais venu au Témiscamingue. Donc, pourquoi pas utiliser l'opportunité des séjours pour le faire. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut présenter le film d'anecdotes agricoles parce que ça va vraiment leur donner une idée aussi des paysages en été. Parce que là, le séjour va avoir lieu en mars. Donc, c'est sûr qu'au niveau des beaux paysages témiscamiens estivaux, ça sera plus via le film. Et aussi, ils vont voir le visage de plusieurs entrepreneurs là-dedans qui peuvent, dans le fond, être intéressants à rencontrer aussi, puis leur donner une idée de ce que c'est le milieu agricole. Donc ça, c'est une des choses qui vont être identifiées dans la programmation. Sinon, on va avoir beaucoup de visites d'entreprises. Puis je pense que les gens ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les groupes. Donc les gens vont aller visiter les entreprises de façon tout en même temps, simultanée, mais selon leurs intérêts, selon leur domaine de formation aussi. Le séjour va se tenir du 9 au 11 mars 2017. La période d'inscription commencera demain, le 1er novembre, jusqu'au 16 décembre. Puis, dans le fond, les 18 à 40 ans pourront s'inscrire au séjour exploratoire. Il y a aussi le critère de la formation. Donc, ils doivent être diplômés d'une formation postsecondaire pour participer. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, simplement me contacter au Carrefour Jeunesse Emploi, puis je leur donnerai les façons de s'inscrire. Quel Québec voulons-nous construire? C'est pour répondre à cette interrogation qu'un groupe de citoyens et personnalités bien impliqués dans la sphère politique ont décidé de lancer une vaste tournée de consultations citoyennes sur l'avenir du Québec. Parmi ceux-ci, la Témiscamienne Claire Bolduc, qui est agronome et ancienne présidente de Solidarité rurale, Alain Vadeboncoeur, urgentologue, enseignant, auteur, blogueur et chroniqueur médical, Gabriel Nadeau-Dubois, auteur et militant, ainsi que Jean-Martin Hossan, économiste et ancien chef d'Option nationale. Depuis le début de l'automne, ils se promènent à la rencontre de leurs concitoyens et concitoyennes en organisant des assemblées de cuisine où ils leur posent 10 questions urgentes sur l'avenir du Québec, notamment sur les grands enjeux qui sont la démocratie, l'économie, place des régions, indépendance, éducation, santé, relations avec les premiers peuples, diversité, culture et climat. Une assemblée a d'ailleurs été organisée ici au Témiscamingue en octobre dernier et TV Témis s'est rendu sur place. Ce sont les citoyens qu'on doit entendre et on doit réintroduire la démocratie citoyenne dans notre société. Rappeler aux gens que le citoyen en tout temps est souverain. Rappeler aux gens qu'il a, ce citoyen-là, beaucoup plus de pouvoir. Ultimement, le citoyen a tous les pouvoirs. Et pour le rappeler, on a dit, il faut qu'on se parle. Et quand ton chum ou ta blonde vient te voir et qui dit, il faut qu'on se parle, chérie, faut qu'on se parle, tu sais que c'est sérieux. Tu sais que c'est sérieux, qu'il faut que la conversation ait lieu rapidement, que cette conversation-là doit déboucher sur des propositions concrètes et surtout que cette conversation-là, elle doit non seulement amener à des propositions, mais aussi mettre les gens en mode action. Le collectif Faut qu'on se parle, c'est 5 personnes au départ. On s'est réunis en se disant, il y a quelque chose à faire au Québec et actuellement, les gens sont muets. Ils sont très bons pour dire ce contre quoi quand ils sont contre et pour se mobiliser. On a vu avec l'opposition à Énergie Est ou la protection des écoles, les gens sont forts pour dire ce pourquoi ils sont contre, mais malheureusement, pour se mobiliser, pour dire qu'est-ce qu'on veut, les gens sont muets. Alors, on a choisi de dire le Québec est immobile et il faut remettre la citoyenneté et la démocratie citoyenne en marche. Nous, on va aller à la rencontre des gens
exposer des enjeux et leur demander quelles sont les solutions qu'ils voient. Donc, le collectif, au départ, c'était 5 personnes et c'est un collectif qui vise à remettre en marche la démocratie citoyenne. Au fil des premières journées du lancement, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt majeur, marqué et important. On s'est rallié quelques 4 autres personnes autour du collectif pour être en mesure de répondre à tout le monde. Ultimement, le collectif, c'est un regroupement de personnes qui veulent vraiment remettre la démocratie en marche, mais surtout arriver avec des propositions concrètes, progressistes, que les gens peuvent s'approprier et eux autres se mettre en marche, eux autres même se mobiliser pour les réaliser, pour qu'on se donne un vrai projet de société, pour on fasse des vraies actions qui nous construisent, et comme société, et comme collectivité, et comme citoyens. C'est un beau projet et c'est une aventure extraordinaire. Moi, je rencontre des gens qui ont envie de construire le Québec pour maintenant et pour l'avenir. J'en rencontre, ça fait déjà plus de 2000 personnes qu'on rencontre. C'est extraordinaire ce qu'on voit. Quand on a su qu'il y avait une consultation citoyenne, j'ai contacté Claire parce que je connaissais déjà Claire. Elle avait fait une consultation pour la ville de Ville-Marie. Donc, j'ai lancé ça sur Facebook, ouvert à tous ceux qui voulaient. On s'est ramassé, je crois, on est 15 ou 16. Puis, c'était la politique, premièrement. Puis, les gens ont soumis des sujets qu'ils souhaitaient traiter. Claire a fait l'animation, puis on a échangé toute la soirée. C'était vraiment, vraiment intéressant, convivial. Il y a 2 types de rencontres. En fait, il y a plusieurs façons d'intervenir, mais les rencontres, essentiellement, il y a les grandes assemblées où on invite les gens à travailler en petits groupes autour des thématiques qu'ils ont identifiées préalablement comme étant des enjeux qu'ils considèrent importants et sur lesquels ils veulent travailler. On crée ce qu'on appelle, nous, une carte des opportunités, une carte des solutions qu'on leur soumet. Les gens sont appelés à se prononcer, à voter. Et la dernière partie de la soirée des grandes assemblées, c'est « La parole est à vous ». Qu'est-ce que vous avez à proposer? Quels sont les enjeux qui sont les vôtres? Qu'est-ce qu'il y a comme particularité ici, dans votre coin de pays? Qu'est-ce que vous metteriez de l'avant si vous aviez l'opportunité de décider? Et là, on entend des choses remarquables. Ça, c'est les grandes assemblées. Tout, absolument tout ce qui nous est envoyé dans les grandes assemblées, c'est très interactif, ça se fait de façon électronique. Tout ce qui est proposé est conservé pour ultimement être rendu public à la fin de l'exercice. Et dans les grandes assemblées, on reçoit, selon l'assistance, entre 300 et 800 propositions. C'est pas rien, on le voit que les gens ils ont envie de parler, mais ils ont surtout envie de construire. Dans les assemblées de cuisine, c'est les gens qui nous invitent chez eux et qui ont regroupé des personnes de leur entourage, des fois des proches, des fois des gens qu'ils connaissent comme ça, mais pour discuter, peut-être à micro fermé, peut-être en plus petits groupes, mais pour être dans ce même mode-là de proposition, de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux, à ce qu'on peut faire différemment, à ce qu'on peut se donner comme moyen d'agir. Alors, c'est en 2 temps et on reçoit aussi toutes les propositions, tous les commentaires qu'on veut bien nous transmettre, on les reçoit par courriel, par Internet. Tout ça va nous donner... c'est une profonde réflexion, mais tout ça, on va colliger les meilleures recommandations pour se donner un moyen, pour faire une publication, un livre. On se donne un livre et des moyens qui seront résumés en 10, 15 ou 20 recommandations. On ne sait pas encore, on est à mi-chemin, à mi-parcours de la consultation, mais entendre ce que les gens ont à dire et trouver des ancrages, des actions, des recommandations que les gens peuvent s'approprier et on les met de l'avant, on les propose et on les lance dans le public. En se disant, bien, il y en a peut-être 1 ou 2 où on va vraiment s'accrocher puis dire « Let's go, gang, on le fait ». Mais au départ, ce qu'on veut, c'est donner des idées aux gens, des idées qui peuvent s'approprier, qui viennent d'eux finalement, mais qui peuvent mettre en marche. Et ça prouve la nécessité de relancer notre démocratie citoyenne. Tout ça, je vais donner une illustration. Où est-ce qu'on est comme citoyen quand une personne qui s'appelle François Marcotte au mois de mai fait un appel public à la générosité citoyenne
pour pouvoir s'offrir en centre d'hébergement 2 douches de plus par semaine. On n'est pas sorti dehors. On ne s'est pas indigné comme citoyen. Il y a eu des réactions sur Facebook, mais on n'est pas sorti comme citoyen pour dire « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là ». Alors nous, c'est un petit peu ça qu'on veut remettre en marche. La capacité de s'indigner, la capacité des citoyens à dire « hey, ça ne fonctionne pas, puis il faut agir là-dessus » et à faire la démonstration que non seulement, comme citoyen, on a un pouvoir de dire, mais on a un pouvoir d'agir. Réformer les choses, ça va passer par un leadership affirmé. Et un leadership affirmé, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vraiment n'importe qui. On a vu des chefs syndicaux qui étaient très jeunes, on en a vu des très âgés. Les 2 catégories ont fait des choses remarquables. On a vu des hommes et des femmes politiques âgés, on en a vu des plus jeunes, et dans les 2 cas, on a vu des gens faire des choses remarquables. C'est une action politique. C'est une action politique non partisane. Ça fait 25 ans que je fais de la politique comme ça. Ça fait 25 ans que j'écoute les gens, qu'on avance dans des propositions, dans des solutions. Et ce qui me frappe, c'est justement qu'à force de frapper sur les citoyens, à force de laisser à d'autres le soin de prendre des décisions qui nous concernent, les gens ont fini par s'éteindre petit à petit, que leur capacité d'indignation s'est éteinte, que leur capacité de réagir, de rebondir, elle s'est atténuée. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se remette en marche, que ça se remette en vitalité. Alors moi, c'est mon souhait le plus cher. Parce qu'au global, j'ai vécu, moi, comme personne, je me suis réalisée comme personne dans une belle société. Cette société-là, elle est sur une pente dangereuse. Pour Philippe, Catherine, Nicolas, François, pour Raphaël, pour Julien, pour Vincent, pour tous les enfants et les petits-enfants qu'on a tous. Je veux un monde meilleur. Je veux une société plus juste, plus égalitaire, qui prend soin de ses plus faibles et qui respecte toutes ces couches de population. Nos Premières Nations, comme ceux qu'on accueille comme immigrants, les gens qui sont ici depuis longtemps, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient environnementalistes ou hommes d'affaires ou femmes d'affaires, on a une société à construire. C'est pour ça que je m'implique. Vraiment, dans le temps de René Lévesque, les gens qui étaient dans la cuisine, qui brassaient à la laveuse, c'était des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 51 ans, là. Mes flots, ils sont tous à l'école sur des bourses que moi, je paye parce que je capote puis je fais du temps supplémentaire bénévole. Et là, cette semaine, vous avez vécu 2 assemblées de cuisine au Témiscamingue. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un petit mot? La première était avec les Premières Nations, Témiscamingue First Nation, et ça a été une assemblée remarquable. On apprécie que ces personnes-là nous parlent, nous expriment leur travail, ce qu'ils font, leurs rêves aussi. Ils ont aussi manifesté avec beaucoup d'émotion les enjeux qu'ils vivent pour recréer des liens avec les populations blanches, les populations non-natives, comme ils appellent, non-autochtones. Ça a été une belle, très belle assemblée, riche en émotions, mais riche en enseignements aussi. Et la deuxième assemblée, c'était chez un citoyen, Michel Roy, qui l'organisait. Et c'était des gens qui ont des idées pour animer le Témiscamingue, pour se redonner du... Et c'était vraiment témiscamien. C'était pas des gens qui parlaient du Québec, mais c'était des gens qui étaient profondément amoureux de leur territoire et qui voulaient donner des idées pour le développer. C'est même si les idées étaient témiscamiennes, ce que j'ai trouvé, c'est que en faisant une prospective, on peut aussi faire la même chose partout dans les régions du Québec. Les gens parlaient d'éducation, les gens parlaient d'entrepreneuriat, les gens parlaient de gouvernance, de leadership. C'est extrêmement riche. Je peux vous dire, cette semaine, j'avais la grande assemblée à Rouyn pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'avais des assemblées de cuisine ici au Témiscamingue. Je suis très fière de ce que j'ai entendu cette semaine. Très fière des Témiscamiens, vraiment. Je suis en politique municipale, puis je cherche à ouvrir mes horizons un petit peu, aller piger un peu les bons coups, les bonnes idées un peu partout. Là, on avait des gens de l'éducation, on avait des gens de la santé, des entrepreneurs privés, des gens de la politique municipale, d'Emploi Canada, je pense, ou Emploi Québec. Donc, ça nous permet de nous emmener d'autres idées, nous renouveler tout ça. C'est que je trouvais ça intéressant de le faire. Surtout que c'était la politique, ça m'intéressait aussi. Je pense que c'est important de partir de où on est.
On est dans une région dite éloignée, une région dite ressources. On a de grands défis. On en parlait tantôt, un grand défi de main-d'œuvre. Parce qu'on a de la difficulté probablement, on a une décroissance démographique, comme plusieurs régions rurales. On a toute une passion du Témiscamingue. Premièrement, ça, je trouvais ça intéressant. Il y a tout quelque chose qui nous rattache. Puis je sors d'ici, premièrement, on va continuer le lien. Tu sais, on parle de peut-être avoir une projection de film là, qu'on a parlé. Puis continuer de discuter, voir quelle implication qu'on pourrait prendre pour faire progresser le Témiscamingue. C'est un peu ça que je sors. J'ai plein d'idées. C'est sûr qu'il va y avoir une réflexion à faire. Je vais continuer de réfléchir de mon côté, puis on va avoir des échanges, mais je sors de là avec plein d'idées. Les prochaines semaines, ben là, je quitte pour la Gaspésie pour une tournée d'assemblée de cuisine. Là, c'est 2 par jour pendant tout le mois de novembre. Donc, je quitte pour ça samedi. Moi, je suis dans ça jusqu'à la fin du calendrier là, de décembre. Ensuite, on est en écriture là, parce qu'on a aussi un éditeur qui met beaucoup de pression. Ça va être... on a un gros travail de synthèse là, par rapport à tout ce qu'on entend. Et ensuite, on va être vraiment en promotion et en intervention pour se mettre en marche. Il y a des choses qu'on peut faire, oui. Comment on peut les faire? Voici comment on peut s'organiser. Qu'est-ce qui veut s'impliquer? Qui prend le leadership? Parce qu'il y a ça aussi. Mais il y a des choses qu'on peut faire et c'est comment on le fait. Nous, on s'est dit, il faut qu'on se parle. À la fin de 2017, ça n'existe plus parce que la démocratie citoyenne va s'être mise en marche. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on va créer un parti politique? La réponse, c'est clairement non. Et la réponse, c'est pas qu'on n'a pas intérêt à continuer de multiplier les partis politiques. On a intérêt à investir ceux qui sont là s'il y a lieu. Mais au terme de 2017, le collectif Faut qu'on se parle aura livré ce qu'il avait à livrer. Et ben voilà. Ce qu'on a fait là, c'est de lancer le retour à la démocratie citoyenne. Et ce qu'on veut faire, c'est de la nourrir et qu'elle soit de plus en plus solide. Il y aura un spectacle de Noël le 20 novembre prochain à 14h à la paroisse Sainte-Croix à Delivery. Ce spectacle est l'occasion parfaite pour débuter la magie de Noël et tous les profits amassés serviront à la réfection de l'orgue à tuyaux de la paroisse Sainte-Croix. Le spectacle mettra en vedette Yves Lajeunesse, Nathalie Séguin et Yvan Lagrange de Rouyn-Noranda, ainsi que Natacha Rivard, Jody Bigelow, Marie Léveillé, Christelle Seymour, Mélodie Boucher et autres talents locaux. Tout ceci sous la direction de Robert Saint-Cyr. Les organisateurs de l'événement sont venus nous rencontrer pour nous donner plus de détails. Le spectacle, c'est 3 chanteurs de Rouyn-Noranda et avec des talents locaux qui vont faire une performance. Ça va durer 2 heures de temps. Et à quel style musical on peut s'attendre? Ça va vraiment être un spectacle de Noël. Donc, on s'attend vraiment à des chansons traditionnelles de Noël. Il y en aura en français et en anglais. Et puis, c'est ça. C'est sous base là, de Noël, dans le fond. Et qui sont les artistes invités? C'est quoi leur parcours? Il y a Yves Lajeunesse, qui a été professeur de musique dans le coin de Ville-Marie. Son épouse, Nathalie Séguin, qui chante depuis sa tendre enfance. Et puis, il y a Yvan Lagrange, qui est un musicien de longue date. Eux autres sont tous de Rouyn-Noranda. Et puis, des talents locaux, nous avons Natacha Rivard, Mélodie Boucher, Crystal Seymour, ainsi que Jody Bigelow, Marie Léveillé. Et à quoi vont servir? Parce que c'est un spectacle de Noël, mais c'est aussi un spectacle bénéfice. Donc, à quoi vont servir les fonds? Les fonds vont servir, c'est qu'on a une grosse orgue dans notre église, puis ça prend de la maintenance à tous les ans. Fait que les fonds vont servir à ça. Puis aussi à d'autres affaires dans la paroisse qui coûtent très cher à cette heure. Et est-ce que c'est une tradition annuelle? C'est notre première édition. On va voir là, comment les choses vont se dérouler, puis ça va peut-être devenir une tradition, là. Et donc, peut-être rappeler aux gens la date, le lieu et comment on se procure les billets? La date, c'est le 20 novembre à 2h l'après-midi dans l'église. Les billets, on peut appeler au 705-672-2140. Puis, je voulais juste mentionner aussi que tout ce projet-là est sous la direction de Robert Saint-Cyr, qui est un musicien reconnu dans notre région. Fait que c'est lui qui dirige tout le projet. Puis les billets sont 15 $ à l'avance, puis 20 $ à la porte. Et on peut se procurer les billets à quel endroit? Au 705-672-2140. Ou au presbytère de l'Église.
Un nouveau projet verra prochainement le jour, un restaurant au centre-ville d'Ellebury. L'équipe de la Suite des présidents a acquis un bâtiment au centre-ville d'Ellebury, au 485 rue Ferguson, l'ancien magasin Abraham, et plus récemment, la bâtisse abritait numéro 1 Auto Parts. Ce bâtiment sera rénové dans les 4-5 prochains mois pour une ouverture possible au début juin l'an prochain. Puisque l'équipe désire ramener l'atmosphère du bâtiment original, si vous avez des photos de l'époque, des documents qui pourraient leur être utiles, vous êtes invité à communiquer avec eux. Selon un message publié sur la page Facebook de la Suite des présidents, ce restaurant sera nommé Café Météor Bistro. Rappelons que le Météor a été le plus célèbre bateau à vapeur à avoir navigué sur le lac Témiscamingue. Pendant 40 ans, il a amené des pionniers des deux côtés du lac. Beaucoup de détails restent encore à régler, mais l'équipe désire offrir un menu santé élaboré avec des produits locaux. Suivez la page Facebook de la Suite des présidents pour avoir tous les détails là-dessus. La petite ville de Cobalt dans le Témiscamingue ontarien pourrait vivre son deuxième Klondike. C'est du moins ce qu'elle espère, car depuis plusieurs mois déjà, des compagnies s'arrachent les claims miniers dans cette région du nord-est de l'Ontario, tablant sur une augmentation du prix de ce métal blanc. Selon des détails donnés par la journaliste Lisa-Marie Florent sur ICI Radio-Canada, depuis le mois d'avril, le téléphone de Gino Cittaroni, le président du laboratoire Polymet Labs à Cobalt, ne dérougit pas. Plus d'une dizaine de compagnies minières de l'Australie, des États-Unis et de Vancouver l'ont approché alors qu'elles cherchent à mettre la main sur le plus grand nombre de gisements de cobalt possible. L'homme originaire de la ville facilite l'acquisition de claims miniers pour 3 d'entre elles. Le conseiller municipal Georges Hotmer précise que ce ne sont que des rumeurs pour le moment, mais il dit que ça serait fantastique de voir le retour des compagnies minières à Cobalt. Toujours selon l'article de Mme Florent, les experts du milieu minier s'attendent à une augmentation importante de la demande de cobalt. L'industrie automobile en aura davantage besoin pour fabriquer les batteries des véhicules électriques et ce métal entre aussi dans la fabrication des appareils électroniques. Donc, la compagnie Lyco Energy Metals, dont le siège social est à Vancouver, se prépare d'ici quelques semaines à commencer l'exploration de son site Teledyne afin d'analyser les propriétés des sols et des sous-sols de sa parcelle de terre située au nord de Cobalt. Elle a amassé 1,8 million de dollars pour faire avancer ce projet. Un tunnel de 700 mètres a déjà été creusé par une ancienne compagnie minière au début des années 80, ce qui représente des économies de 25 millions de dollars pour l'entreprise de la Côte-Ouest. Ces infrastructures existantes représentent un avantage net pour la ville de Cobalt, qui regorge de mines abandonnées. En 1903, Cobalt était la ville minière par excellence au Canada. La découverte d'argent en grande quantité avait poussé environ 120 compagnies à s'établir dans la région. À l'époque, la municipalité comptait 10 000 habitants. Vers la fin des années 1990, la plupart des minières ont cependant plié bagage à cause de la chute des prix et aujourd'hui, la ville ne compte qu'un peu plus de 1000 habitants. Selon le géologue Martin Étier, les compagnies minières de l'époque n'avaient aucun intérêt à extraire le cobalt car elles le considéraient comme une roche pas bonne et ils la mettaient de côté. C'est pour cette raison que les veines de ce minerai sont pratiquement encore intactes aujourd'hui. C'est donc un dossier à suivre. Un groupe de citoyens du Témiscamingue ontarien a lancé une initiative pour amasser le financement nécessaire à l'achat de plusieurs équipements pour l'hôpital de Témiscamingue. L'objectif est de récolter environ 6,5 millions de dollars sur 5 ans. Tel que précisé dans un article du journal Le Reflet par le journaliste Benjamin Girard, le groupe a procédé à une marche le 21 octobre afin d'augmenter sa visibilité et aussi sensibiliser les résidents du secteur à sa démarche. Denis Lacroix, devenu coprésident du mouvement, est l'un des citoyens derrière cette initiative. Il a précisé que le gouvernement paye pour l'entretien de l'équipement de l'hôpital, mais pas pour son achat. Ces initiatives citoyennes sont louables et proviennent d'un sentiment d'altruisme, mais elles révèlent aussi les problèmes du gouvernement à financer des appareils quasi essentiels. M. Lacroix est d'avis que c'est très bizarre car tous les hôpitaux fonctionnent avec des déficits. Il précise qu'à l'hôpital de Témiscamingue, c'est 85 % du budget qui passe dans les salaires des employés. M. Lacroix ajoute que le gouvernement ne paye pas pour les oreillers à remplacer, c'est le privé qui s'en occupe. Le coprésident a aussi précisé que l'acquisition des équipements n'est pas que pour mieux desservir la population, mais aussi pour conserver le statut d'hôpital régional. Je le cite, « Il faut que nous soyons les plus équipés parce que sans l'équipement, nous pourrions redevenir un hôpital rural. Dans ce cas, le gouvernement pourrait couper des lits et des services. De plus, sans équipement, il deviendrait presque impossible d'attirer de jeunes médecins chez nous. Si on parvient à attirer de nouveaux médecins, on attire aussi de nouvelles familles. » Fin de la citation. 800 000 $ ont déjà été amassés jusqu'à maintenant.
Le Comité régional de mobilisation de la campagne Engagez-vous pour le communautaire informe la population que la majorité des organismes communautaires de la région et d'ailleurs au Québec sont en grève les 7, 8 et 9 novembre afin de revendiquer la fin des compressions dans le service public et les programmes sociaux, le rehaussement significatif du financement de base des organismes communautaires autonomes et l'indexation de ces subventions, l'indexation annuelle des subventions pour correspondre à l'augmentation des coûts de fonctionnement, le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire et la reconnaissance de l'action communautaire autonome comme moteur de progrès social. Par voie de communiqué, le Comité régional de mobilisation de cette campagne indique que ce mouvement historique de lutte unitaire concerne les 4000 organismes communautaires du Québec qui, comme les services publics et les programmes sociaux, sont des moteurs de progrès social, sont indispensables au respect des droits humains et agissent comme rempart à la marchandisation des acquis sociaux de la société québécoise. Au cours de ces 3 journées de grève, plusieurs actions de visibilité et de perturbation ont lieu sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. La commission scolaire du Lac-Témiscamingue a dévoilé son nouveau site Internet complètement remodelé. Le nouveau cslt.qc.ca se veut interactif et dynamique. Il s'agit de l'endroit tout désigné pour les parents, les élèves, les membres du personnel, les partenaires et la population pour trouver facilement et rapidement une variété d'informations au sujet de la commission scolaire, de ses établissements, de ses services administratifs, ainsi que sur le conseil des commissaires. La refonte du site Internet de la CSLT sous une forme audacieuse de blog est adaptée aux nouvelles technologies mobiles comme la tablette numérique, le téléphone ou autres appareils intelligents. La communication prend également une place prépondérante en intégrant les médias sociaux comme Facebook ou LinkedIn afin d'informer notamment de l'état du transport scolaire ou des offres d'emploi. Également, la vie des écoles occupera un point très important dans ce nouveau site avec la venue des microsites écoles. Une école pourra aussi avoir son propre fil d'actualité qu'elle pourra intégrer à sa page Facebook ou mettre directement sur le fil d'actualité de la CSLT. Par cette innovation, la CSLT a voulu optimiser son investissement et permettre aux écoles d'utiliser les médias sociaux pour une meilleure communication avec les parents et avec la communauté. La Société de développement du Témiscamingue, en collaboration avec le Centre local d'emploi de Ville-Marie, annonce la tenue du 3e colloque en ressources humaines du Témiscamingue sous le thème « Travail d'équipe, leadership, implication ». Le colloque se tiendra le 24 novembre prochain au Centre Richelieu de Lorrainville. Dans un contexte de compétitivité accrue et de défis en matière de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre, la gestion des ressources humaines devient un élément important pour les entreprises afin d'assurer leur pérennité. Comment amener les équipes de travail à utiliser leur plein potentiel pour mieux performer et créer un meilleur climat de travail? Des conférenciers de renom viendront outiller les participants sur ces éléments. D'abord, la conférence « Comment être un bon leader » avec M. David Larose, président et fondateur du bureau de conférenciers Horizon, amènera les participants à prendre conscience de leur personnalité afin de créer des liens avec leur équipe de travail et leur clientèle. Sur le thème « L'importance de l'équipe et du rôle de chaque joueur », la seconde conférence animée par M. Pierre Vercheval, conférencier du bureau de conférenciers Horizon, traitera des caractéristiques des équipes gagnantes et de la façon d'amener les employés à devenir de bons joueurs d'équipe. Pour information ou inscription, communiquez avec Mme Marisol Boucher-Lupien au Centre local d'emploi de Ville-Marie. C'est au numéro 819-629-6213 au poste 233. En quête de nouveaux produits laitiers, AgroPure a décidé d'élargir ses horizons et de sortir de ses laboratoires. Tel que décrit sur le site Internet de la Terre de chez nous, son programme InnoChallenge met les consommateurs au défi de lui fournir de nouvelles idées. Ce processus, dans le langage des chercheurs, se nomme de l'innovation ouverte. Il s'agit d'une démarche de création, présentement en vogue en recherche et développement, qui permet à des gens de présenter leurs idées à des spécialistes en la matière. Le chef de la direction d'AgroPure, Robert Coallier, a précisé que ce défi s'adresse aux créateurs du Québec, du Canada et même du reste du monde, sans pour autant que ce soit nécessairement des gens qui travaillent dans un laboratoire ou encore une université. M. Coallier ajoute que l'équipe cherche des personnes qui, en déjeunant, se disent « ça serait le fun si nous avions ça ou si nous faisions ça comme ça ». Au terme de ce remue-ménage de quelques semaines qui se terminera le 7 décembre, AgroPure retiendra jusqu'à 4 concepts pour les soumettre à ses propres chercheurs. Les créateurs dont on aura retenu les idées vont se voir octroyer une bourse de 25 000 $. Ils auront la chance de travailler avec des collaborateurs d'Ag Bio Centre, du Quartier de l'innovation et du Centre de recherche et développement d'AgroPure.
Les projets retenus seront dévoilés en janvier prochain. Si vous voulez plus de détails, visitez le site agropur.com. Depuis le début des années 2000, plusieurs ITSS, infections transmises sexuellement ou par le sang, connaissent une recrudescence partout au Québec et l'Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception. Selon les informations recueillies par la journaliste Anne Blondin sur le site Internet de La Frontière, uniquement pour la chlamydia, 166 cas avaient été répertoriés en 2000 et ce nombre est passé à 318 en 2013 pour la région. Plusieurs éléments peuvent expliquer le phénomène, dont l'efficacité des traitements. Les pistes les plus plausibles, selon Marie-Michelle Grenier, conseillère en soins infirmiers pour le volet des ITSS au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le 6AT, et Geneviève Tremblay, qui est responsable régionale de l'École en santé et du volet éducation à la sexualité au 6AT, serait la facilité à avoir du contenu sexuel dans les médias et Internet et certaines pratiques sexuelles plus présentes qu'avant. Aussi, toutes les deux s'entendent sur le fait que d'avoir une ITSS fait moins peur. La peur du sida n'est plus ce qu'elle était parce que les personnes affectées sont moins malades et que leur espérance de vie est quasiment la même que le reste de la population. Toujours selon cet article de Mme Grondin, s'il est vrai que plusieurs ITSS ont des traitements efficaces, le traitement de certaines est de plus en plus complexe. La clé demeure toujours la prévention. La principale clientèle ciblée par les interventions de prévention est le jeune de 15 à 35 ans. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation sexuelle des enfants et Mme Tremblay insiste d'ailleurs qu'il ne faut pas attendre à la 6e année pour commencer à en parler. Selon elle, si les enfants posent des questions sur la sexualité, c'est qu'ils sont prêts à entendre les réponses. Pour les parents en quête d'outils pour aborder la question de la sexualité, il est possible de consulter sur le web le projet Mosaïque du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est conçu au Québec et le matériel est adapté en fonction de l'âge de l'enfant. Le 3 novembre dernier se tenait la cérémonie de clôture du 35e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Et cette année, le Grand Prix Hydro-Québec a été remis à Maudit de la réalisatrice Aislinn Walsh. Ce film, basé sur une histoire vraie, a séduit le public grâce à sa justesse d'interprétation et la sensibilité du scénario. Le prix Télébec a quant à lui été remis au moyen-métrage Stanley Volant de Compostelle à Coudjouac, un projet de film piloté par les productions Nova Media, qui en a confié la réalisation à Simon C. Vaillancourt. Ce documentaire, tourné dans des conditions parfois extrêmes, permet de suivre Stanley Volant, premier chirurgien autochtone du Québec, dans la marche de 6000 km qu'il a entrepris en 2010 sur les territoires de ses ancêtres. Le jury y a trouvé un sujet éminemment pertinent, abordé avec une grande sensibilité et authenticité, dont il résulte un film aussi essentiel que bouleversant. Le jury du prix Télébec a accordé une mention spéciale au court-métrage Chinatown, écrit, réalisé et produit par Guillaume Cyr. Le prix Communication et Société a quant à lui été remis à Tuk Tuk de Robin Aubert. Le choix du jury s'est arrêté sur l'œuvre Coup de poing pour sa dénonciation percutante de pratiques néolibérales inhumaines, sa manière subtile de susciter la réflexion sur les enjeux écologiques, sociaux et culturels toujours d'actualité, son illustration sans artifice d'un mode de vie trop peu connu, et pour la transcendance et la beauté poétique de ses images. Le prix animé RNC Média a été décerné à Changeover de Mehdi Alibeidji. Les personnages attachants et l'humour candide de ce film ont charmé les cinéphiles. La bourse Relève Desjardins a été remise au film Octobre d'Alison Fortin, Samy Girard et Vicky Lavoie. Et pour arrêter leur choix, les membres du jury ont souligné le sérieux et l'engagement dans la réalisation, ainsi que les qualités esthétiques du film, tant au niveau de la direction de la photographie que dans le souci du détail. Pour tous les détails sur la 35e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, nous vous invitons à visiter le site web festivalcinema.ca. L'ancien maire de Rouyn-Noranda, Roger Cahouette, est décédé la fin de semaine dernière à l'âge de 77 ans. Le fils de l'ancien député Réal Cahouette était élu maire en 2005 à 66 ans. Tel que décrit sur le site web de ICI Radio-Canada Régional, Roger Cahouette avait quitté ses fonctions à la municipalité en 2009, après 3 ans comme maire et une quinzaine d'années comme conseiller municipal. Il avait quitté la vie politique en raison de problèmes de santé. Plusieurs réactions ont suivi suite au décès de M. Cahouette. L'ancien directeur général de la ville de Rouyn-Noranda, Denis Charon, a travaillé avec Roger Cahouette de 1995 à 2008 et s'est ensuite lié d'amitié avec l'ancien maire. Il était d'ailleurs à son chevet quelques heures avant son décès. Il a mentionné que c'était une journée triste parce que M. Cahouette était un homme qui aimait profondément Rouyn-Noranda et qui aimait les gens de Rouyn-Noranda.
Denis Charron souligne également que Roger Cahuette a permis la rénovation de l'aréna I Am Gold du centre Dave Keon, la création du centre d'exposition de Rouyn-Noranda et la construction de logements sociaux. De son côté, le maire Mario Provencher s'est dit attristé d'apprendre la nouvelle. Il dit qu'il garde de lui sa simplicité et sa proximité avec la population. L'ancien député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Berdard, a travaillé pendant 3 ans avec Roger Cahuette. Il se rappelle notamment avoir travaillé avec le défunt sur le dossier de la rénovation de l'aréna Dave Keon. Selon les dernières volontés de M. Cahuette, il n'y aura pas d'exposition. Les funérailles auront lieu le samedi 12 novembre 2016 à 14 h en la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda. La troupe de théâtre de la Loutre se prépare à illuminer la scène du Théâtre du Rift de Ville-Marie en présentant Bowling, une comédie désopilante de José Fortier. Présentée les 24, 25 et 26 novembre dès 20 h, cette pièce de théâtre sera de nouveau sous la direction artistique de M. Réal Couture, qui a d'ailleurs récemment reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour ses nombreuses implications culturelles. Ce dernier a derrière la cravate la vingtaine de productions de la sympathique troupe de théâtre amateur du Témiscamingue. Ce rendez-vous théâtral permettra aux spectateurs de découvrir les péripéties du propriétaire d'une salle de quilles qui a contracté une dette de jeu. Roger a donc 2 semaines pour rembourser Nick, un homme d'affaires un peu louche, sinon il perdra la salle. Est-ce que Roger et ses amis réussiront à sauver la salle de bowling? Tout au long de cette aventure, le public pourra découvrir près d'une trentaine de personnages, tous plus colorés les uns que les autres. Maude Alain, Joanne Bergeron, Mathieu Bourque, Sébastien Charette, Claudine Desjardins, Andréane Gingras, Pierre Giarraud, Fanny Poulain et Francis Prudhomme les incarneront pour l'occasion. Et dans les coulisses, ces 9 joyeux lurons seront épaulés par une solide équipe technique. Celle-ci déploiera d'astucieuses manœuvres afin que les 28 changements de costumes se fassent efficacement. Un défi scénique et humoristique à ne pas manquer. Je vous rappelle donc les dates 24, 25 et 26 novembre, 20 h au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Et en terminant, Judo Témis a participé le week-end dernier à l'Omnium du Québec, une compétition qui regroupait près de 1000 combattants de partout au Canada, aux États-Unis et quelques-uns d'Europe. Selon la page Facebook de l'entraîneur de l'équipe Ambroise Lick, aucune médaille n'a été remportée par nos judokas à cet événement d'envergure, mais ce fut riche en expérience et en émotions. Et après 15 ans sans avoir fait de la compétition, Ambroise Lick a réussi à ramener une médaille d'or. L'équipe de TV Témis tient à le féliciter pour cet honneur. Et voilà ce qui conclut Info Témis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.